Parfait. Bon, mais bonjour tout le monde. Merci d'être là à ce webinaire. Mon nom est Caroline Chassé, directrice des relations publiques à Tourisme Bas-Saint-Laurent. On sentait que c'était un besoin peut-être de faire une mise à jour de ce qui se passe au niveau de la main-d'œuvre, immigration, les ressources humaines. Là, il y a différentes pistes de solutions. Donc, on a fait appel à notre partenaire qui est le CQRHT. Le Conseil québécois de ressources humaines en tourisme. Je prends pas de chance, je le lis parce que des fois, je le massacre un peu. Alors, je souhaite la bienvenue à Gabriel Vaillancourt, qui est directeur général adjoint là, à CQRHT, et sa collègue également, Amanda Chambon, qui est chargée de projet, qui vont nous faire une brève présentation, là, l'état de situation de la main-d'œuvre, les changements récents au niveau de l'immigration, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des solutions. On a avec nous également Sébastien Bénédicte, qui est vice-président des affaires publiques et communications de l'Alliance de l'industrie touristique. Merci Sébastien d'avoir répondu à l'invitation à la dernière minute, mais en fait, on sait que l'Alliance a fait des différentes actions, donc on voulait avoir un peu l'heure juste du côté de l'Alliance également. Donc, pour vous donner un peu un aperçu. C'est certain que nous, on va peut-être plus centrer sur les enjeux pour l'industrie touristique, mais on a quand même invité nos partenaires là, au niveau des chambres de commerce de la région pour voir un peu, parce qu'on sait que ça touche plus large. On a aussi des gens là, au niveau de l'agriculture. On sait que ça touche beaucoup plus large que le volet touristique. Donc, on verra là, par la suite s'il y a lieu de faire une action de communication commune ou quelque chose là, dans ce sens-là. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il y a des gens d'un peu tout azimut aujourd'hui avec nous. Donc, sans plus tarder, moi, je laisserai la parole à Gabrielle. On va fonctionner de la même façon que d'habitude, c'est-à-dire que les questions, Gabrielle, je pense que tu préfères garder une période de questions à la fin. Si vous avez des choses, vous pouvez les mettre dans le chat aussi, on pourra vous répondre, ou encore à la fin là, de la rencontre. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, mettre votre son à off. Par contre, on aime bien vous voir à l'écran, donc vous pouvez laisser votre caméra, ça nous fait plaisir de vous voir. Alors, sans plus tarder, Gabrielle, je te laisse la parole. Alors, voilà. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour tout le monde. Merci aussi tout spécial à Tourisme Bas-Saint-Laurent donc pour cette opportunité de présenter aujourd'hui. On va être à la fois en mode bilan, mais aussi solution, rareté de main-d'œuvre, immigration. Donc, on touche un peu à tout ça. C'est une présentation quand même assez express. Je vous cacherai pas 45 minutes pour aborder des sujets qui sont quand même très importants, très imposants, très denses en termes d'information. Donc, j'ai essayé de condenser le tout, puis Amanda, ma collègue, va aussi pouvoir rajouter, puis Sébastien à l'intérieur de la présentation. Donc, rapidement, parce que ça vaut toujours la peine de le spécifier, c'est qui le CQRHT, le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme? On est un organisme, un comité sectoriel de main-d'œuvre. Ça dit pas grand-chose à grand monde. Il en existe 29 au Québec, des comités sectoriels de main-d'œuvre. Il y en a pour les portes et fenêtres, la foresterie, l'agriculture. Nous, on est celui qui s'occupe plus précisément donc de l'industrie touristique. On a un mandat qui est en deux temps, à la fois informer le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale sur c'est quoi le marché de l'emploi en tourisme. Puis nous, quand on parle de marché de l'emploi, vous comprendrez que c'est une cinquantaine de professions, 400 appellations d'emploi, c'est très large. C'est les cinq grands secteurs, mais c'est beaucoup plus que cinq grands secteurs. Donc, on fait de l'information, on fait aussi de la formation, développement des compétences. Je vais y arriver un peu plus tard, mais c'est grosso modo les deux principaux champs d'action du CQRHT. On existe depuis plus de 25 ans. L'année prochaine, on va souffler notre 30e bougie. Euh, je vais aller rapidement parce que vous n'êtes pas ici pour entendre parler de c'est quoi un comité sectoriel de main-d'œuvre. Simplement pour vous mentionner, on travaille avec l'écosystème de l'emploi. Donc, le Tourisme Bas-Saint-Laurent, je pense, préside le conseil régional des partenaires du marché du travail. Les conseils régionaux sont des entités qui font partie du grand écosystème de l'emploi, comme l'écosystème avec les associations touristiques régionales, sectorielles, l'Alliance. Ça, c'est plus l'écosystème touristique. On est un peu entre les deux, du moins à cheval entre les deux. Puis on travaille aussi avec des organisations fédérales, mais aussi internationales comme l'ONU Tourisme. Nos cinq grands champs d'intérêt sont l'intelligence du marché du travail. Donc ça, c'est les statistiques, les enquêtes que l'on réalise. Euh,
on cherche toujours à déterminer c'est quoi le marché de l'emploi. Puis quand on parle de marché, c'est deux courbes. C'est la demande de main-d'œuvre. Ça, la demande de main-d'œuvre, c'est les entreprises. Et c'est l'offre de main-d'œuvre, donc c'est les travailleurs. C'est un peu la situation des travailleurs. On fait aussi, j'ai mentionné, le développement des compétences, donc la formation, la valorisation des métiers, des professions, des carrières. On participe à des salons, des foires d'emploi pour représenter les entreprises touristiques, puis inciter le plus grand nombre de travailleurs potentiels à faire le saut et à travailler en tourisme aux quatre coins du Québec. Euh, Quatrième champ, c'est pratiques RH innovantes. On a fait des balados dernièrement. On a une plateforme de partage de main-d'œuvre. On essaie d'explorer des nouvelles façons de faire les ressources humaines. Et finalement, concertation, service de soutien. Vous allez le voir, je vais en parler un peu, mais on a un programme important pour vous aider au niveau de l'embauche. Ça, c'est un nouveau projet depuis un an que l'on pilote actuellement. Donc, on est capable de concerter, mais aussi d'offrir un vrai service de soutien pour les entreprises. Donc, petite table des matières, une fois que c'est posé sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, le CQRHT, la présentation, on l'a scindé en trois blocs. Les statistiques, les changements à l'immigration et le partage de main-d'œuvre. Puis vous allez voir, il y a une trame narrative, il y a quelque chose entre ces trois sujets-là qu'on va aborder aujourd'hui, dont le premier, j'ai été sortir, puis mon équipe à l'interne, on est friand de données. On est allé chercher la part de la main-d'œuvre touristique dans l'emploi au Bas-Saint-Laurent par rapport à la totalité des emplois. Puis on voit qu'en 2018, on était à 12%. On a diminué durant la COVID jusqu'à 8,9%. Et on est en train de remonter en termes d'emploi total dans la région, même si 23-24, mais là 24 n'est pas terminé, donc ça explique un peu pourquoi c'est un peu plus bas. Donc on voit qu'il y a une reprise quand même si c'est pas une reprise qui est au même niveau qu'en 2018. Donc là, on est quand même passé au net là, de 12% à 10,30. Puis ça signifie des centaines d'emplois en moins à l'intérieur du Bas-Saint-Laurent. Ensuite, les postes vacants. On l'entend à la radio une fois par mois, une fois par trimestre. On parle de postes vacants, de chômage, nombre d'emplois. Ce qui est super important à noter, c'est que on est monté jusqu'à 39 000 postes vacants. Puis si on additionne l'ensemble des sous-secteurs, on a même topé 50 000 postes vacants en 2021-2022. Ça a diminué beaucoup, mais ça, c'est pas nécessairement positif parce que j'imagine, je présume de voir la liste des participants qu'il y a des entreprises dans la pièce. C'est pas parce que ça va mieux. C'est parce qu'à certains moments, il y a des services qui ont été enlevés. C'est pas que ça prend moins de monde pour faire la même job, c'est que ça prend moins de monde pour faire un peu moins de travail aussi. Donc là, on optimise, on arrête d'afficher des postes. Donc ça enlève des postes vacants, mais c'est pas nécessairement une bonne chose. Puis vous verrez le dernier point de données dans le graphique, 13 920, c'est supérieur à ce qu'on avait en 2018. Et en 2018, ça criait un peu partout comme quoi il manquait de main-d'œuvre, il fallait qu'on fasse des actions. Il y avait des journées de recrutement à l'international qui étaient organisées pour supporter les entreprises un peu partout au Québec. Donc, il y a encore un nombre important de postes vacants en tourisme. C'est ce qui est du moins à retenir ici. Évolution du salaire horaire, ben là, on voit aussi, ça, c'est des données qu'on est capable d'aller capter, puis on pourra aller, là, on l'a fait pour serveur au comptoir, qui est assez spécifique comme métier, mais on est capable d'aller chercher ces informations-là régionalement, puis de la comparer avec d'autres régions pour pratiquement l'ensemble des professions. C'est pas un travail qui est complexe. Et ça me permet de faire le pont aussi. Nous, vendredi dernier, au CQRHT, on a finalisé une enquête de rémunération globale à laquelle plus de 220 entreprises ont répondu partout au Québec. On avait environ une quinzaine d'emplois repères. Donc ça, c'est des groupes d'emplois similaires. Et au total, on est allé chercher 1200 réponses pour l'ensemble des emplois repères. Donc, dans les prochains mois, je vous dirais d'ici fin janvier, on devrait avoir un rapport préliminaire, un rapport final que l'on va rendre disponible à l'industrie. Ceux qui répondaient à l'enquête de rémunération reçoivent automatiquement l'enquête de rémunération gratuitement. Pour les autres, il y aura un coût pour accéder à l'enquête de rémun. Mais ces choses-là, ces données-là, c'était la première fois qu'on en faisait une aussi grosse, puis aller chercher 220 entreprises qui répondent en totalité à une enquête. C'est pas une enquête flash qui prend 5 minutes à répondre, là. C'est quand même quelque chose d'envergure. Donc, ça va nous permettre et vous permettre aussi d'aller faire un étalonnage en bon français, mais un benchmark très intéressant au niveau de l'emploi pour des professions repères aussi. Euh, État d'équilibre des professions en tourisme.
Tantôt, je vous ai mentionné qu'un de nos mandats principaux à titre de comité sectoriel, c'est d'alimenter le ministère de l'Emploi quant à l'état du marché du travail. Ben ça, c'est un exemple de ce qu'on fait. Puis même régionalement, ça se fait aussi avec le CRPMT, le Conseil régional des partenaires du marché du travail. Donc là, vous avez ici pour le Bas-Saint-Laurent l'évaluation que le ministère fait pour les prochaines années. Donc, on est dans la colonne du milieu. Il y a beaucoup de métiers qui sont en déficit. Quand c'est en surplus, c'est que pour le ministère, il n'y a pas de problème. Maintenant, il n'y a pas de problème. Il y a assurément des problèmes à certains endroits. C'est pas parce que c'est en équilibre que ça va bien. C'est eux leur estimation de comment ça se passe sur le terrain. Mais on voit que dans le futur, il y a de plus en plus de métiers qui vont devenir en déficit. Et si je compare cette donnée-là par rapport à 2018, il y avait pas mal plus de verts dans le tableau. Donc, on voit que la situation de la main-d'œuvre, l'évaluation qu'on fait région par région, au provincial, ça percole même au niveau du ministère de l'Emploi. Puis quand ça percole au niveau du ministère de l'Emploi, c'est de l'admissibilité pour des programmes, pour des entreprises, pour des mesures spécifiques qui visent un métier ou un groupe de métiers. Donc, si le métier de cuisinier dans votre région, ça dit que c'est en équilibre, ben, le ministère est moins friand à offrir des programmes ou à financer des programmes qui vont avoir comme effet d'aider les entreprises ou les partenaires. Ça Gabriel, vaut pour... Oui, juste pour poursuivre, est-ce que la présentation, tu vas pouvoir me la transmettre, que je bien pourrais... sûr. Bien oui, sûr. je vais vous l'envoyer à vous tous par la suite. Oui. Donc, je découle rapidement. Vous avez vu, il y a quand même un état de situation au niveau, plus j'appelle ça macro, là. Donc, on n'est pas au niveau des entreprises. Très concrètement, on est dans des amalgames d'indicateurs. Quand on parle, nous, du diagnostic sectoriel, c'est une vaste enquête qu'on a menée au mois de mai, tout juste avant l'été, pour laquelle on a été en mesure d'aller chercher 922 entreprises qui ont répondu. C'est un sondage, grosso modo, qui durait à peu près une demi-heure. On a fait 5 groupes de discussion aussi pour aller chercher de l'information complémentaire. Pour le Bas-Saint-Laurent, j'ai demandé à mon équipe de m'extraire les 52 entreprises qui ont répondu pour aller voir c'est quoi le portrait du Bas-Saint-Laurent par rapport au reste de l'échantillon. Et à notre grand étonnement, il y avait quand même des faits saillants intéressants à vous mentionner. Euh, je vais passer rapidement sur cette première diapo-là. Donc, ça vous donne un peu un état de l'échantillon. Donc, on était avec des entreprises qui ont un chiffre d'affaires de moins qu'un million à 80%. Euh, 74% des entreprises répondantes entrevoyaient une stabilisation de leur chiffre d'affaires, un peu moins une stabilisation de la rentabilité et un petit peu moins en fait, à 71% mentionnaient avoir dû changer leur service. Puis changer, des fois, c'est pas juste positif, ça peut être aussi négatif. On en enlève les heures d'ouverture, la période estivale, la saisonnalité. Donc, on est dans ce jeu-là. Donc, en grande partie, puis ça même, Sébastien pourra vous le mentionner, les sondages que l'Alliance fait, c'est constant depuis un an, tous les sondages. Les entreprises disent qu'elles en font moins ou qu'en termes de qualité, elles doivent limiter la qualité par faute de disponibilité de main-d'œuvre. Euh, je vais aller à la prochaine. Principale cause de difficulté de recrutement, puis là, en période de questions-réponses à la fin, je serais bien intéressé d'avoir vos réponses. Quand on compare Bas-Saint-Laurent en vert versus le reste du Québec en orange, on voit que la principale cause de difficulté de recrutement, le pourcentage demeure quand même dans les mêmes eaux qu'au Québec, donc on est à 16% versus 11%, mais la faible disponibilité de la main-d'œuvre dans le Bas-Saint-Laurent était, mais de loin, la principale cause des difficultés de recrutement. On est à 60% par rapport à la moyenne qui est à 30, donc on est vraiment 2 fois plus élevé. Donc, quand je vais parler dans le bloc suivant de resserrement des programmes d'immigration, mais on comprend que quand il manque de monde, de resserrer soit le bassin de travailleurs potentiels ou les travailleurs que vous avez fait venir ici avec des programmes, ça a des impacts très, très, très concrets. Puis c'est pour ça que tantôt avec Caroline et Sébastien, je dis, des données comme ça, on est peut-être capable d'aller en chercher plusieurs autres aussi dans notre diagnostic sectoriel. On a fait une petite extraction pour la présentation de ce matin. Ensuite, transformation numérique des entreprises. Le Bas-Saint-Laurent est, ma foi, champion de la transformation numérique, du moins les 52 entreprises qui ont répondu par rapport à la moyenne québécoise. On est à 70%, la Gaspésie à 61%, la Montérégie à 50%. C'était la région pour laquelle on est le plus élevé. Ensuite, si je passe à euh, formation, ben là, on est un peu à contrario. On a posé la question aux entreprises, est-ce que vous offrez de la formation continue? Et là, et dans ce cas-ci, on était à 64% dans le Bas-Saint-Laurent qui offrent pas de formation continue.
nettement au-dessus de plusieurs autres régions. Donc, il y a un contexte, puis ce contexte-là est apparenté aussi avec la rareté de main-d'œuvre. S'il manque de monde, c'est plus dur de former du monde. On est dans ce paradigme-là tout le temps. Là. On peut pas faire du compagnonnage, on peut pas dire à un employé, tu vas aider le nouveau, ou du moins pas de façon aussi structurée, puis pas dans un programme très, très, très encadré. Maintenant, je pense que la plupart des personnes qui sont ici ce midi voulaient entendre parler des changements au niveau de l'immigration. Petit disclaimer, en français, je ne sais pas, divulgateur, pas divulgateur, mais en tout cas, on n'est pas le CQRHT, un organisme accrédité conseiller en immigration. Donc, les données que je vous présente, c'est des données qui ressortent de la veille qu'on a fait, nous, dans notre équipe. Heureusement, nous, en début de semaine, on a un collègue qui est tunisien qui a eu accès à une présentation d'une conseillère en immigration qui vient de la Tunisie. Puis j'ai dit, on va comparer quand même ce qu'on avait et on était à la même place. Donc, on était rassurés, mais je prenais pas ça comme des conseils légaux en matière d'immigration. On s'est limité à faire de la veille. Et non plus, je suis pas un représentant du gouvernement du Québec, donc j'essaie d'être très factuel. Sébastien, Caroline pourront dire ce qui se fait de part et d'autre au niveau de la représentation pour représenter l'industrie, parce que, comme vous l'avez vu, il manque de monde. Dans le Bas-Saint-Laurent, c'est une cause de difficulté de recrutement plus grande qu'ailleurs et les programmes visent à resserrer les travailleurs. Fait que j'irai pas trop loin dans les objectifs. Vous avez entendu le premier ministre Legault, les médias. Il y a trop de personnes qui sont ici avec un statut temporaire. Les différents gouvernements veulent limiter ça en raison du logement, des transports, des services sociaux. On est dans ce contexte-là, donc ils disent faut faire travailler ceux qui sont vraiment ici avant de faire venir des gens pour combler des postes. Dans la réflexion, on peut être d'accord ou pas en accord, chacun a sa propre réalité. N'empêche, il y a une intention gouvernementale, puis on peut difficilement être en désaccord totalement. Maintenant, dans la présentation, j'ai séparé ça en deux blocs. On a le premier bloc qui sont les programmes qui touchent le bassin de travailleurs disponibles. Donc ça, c'est une entreprise n'a pas d'impact sur ce bassin-là. Je parle des étudiants étrangers qui viennent ici, qui cherchent un travail. L'entreprise peut pas dire je vais faire venir plus d'étudiants étrangers. Ils sont là ou sont pas là. Ben, en ce moment, il y a un gel depuis le 31 octobre sur le traitement pour le programme qui est le programme d'expérience québécoise spécifiquement pour les diplômés. Donc là, j'imagine que dans les prochains mois, il y aura plusieurs diplômés qui vont tenter de faire une démarche pour rester plus longtemps après leurs études et qui vont se faire dire non, malheureusement, tu peux pas rester plus longtemps, tu retournes, tu feras une autre demande dans un des autres canaux qui existent. Ça, dans les prochains mois, j'envisage quand même plusieurs enjeux de ce côté-là. Et ce gel-là, il est là pour 6 mois. Est-ce que ça va être étendu plus après, moins? Ils vont faire, le gouvernement, des consultations sur l'immigration au début de l'année prochaine. Donc, sûrement que tout ça va se parler, mais il y a un gel ferme pendant 6 mois. Deuxième, c'est le programme régulier des travailleurs qualifiés. Donc là aussi, il y a un certain gel. C'est pas un programme sur lequel les entreprises peuvent faire application directement, mais ça limite le nombre de personnes qui peuvent venir d'un même pays. Il y a des contingents, il y a des nombres à respecter, il y avait des bassins qui étaient ouverts. Donc là aussi, un certain resserrement. Et donc, j'irai pas trop dans le détail de ce programme-là. Là où je vais aller un peu plus dans le détail, c'est travailleurs étrangers temporaires. Puis je vous lirai pas la diapo parce que, ben, vous le savez, c'est un programme qui est co-géré. Le fédéral a une partie, le provincial a une autre partie. Le fédéral dit des choses, le provincial dit d'autres choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des assouplissements dans les dernières années, des assouplissements en passant qui avaient été adoptés par une résolution au conseil d'administration du CQRHT, parce qu'on est un organisme qui est dit paritaire. On a des représentants des employeurs, mais aussi des représentants des travailleurs sur notre conseil d'administration. Et ensemble, c'est des représentants syndicaux. On avait convenu qu'on pouvait aller vers du 30%, on pouvait rajouter de l'entretien ménager, on pouvait faire ci. Et ça a pris 6 mois faire ces consultations-là, un gros exercice de concertation. Et du jour au lendemain, en nous, ils ont dit, c'est fini, on arrête ça à partir de telle date. On retourne non pas à du 30%, mais à du 10%. Donc, si vous êtes une entreprise qui est employée sans employés, vous pouviez embaucher jusqu'à 30 personnes. Ce nombre-là vient qu'à diminuer à 10. Ensuite, au niveau du salaire, eux, dans leur programme, c'est haut salaire, bas salaire. Et la limite entre les deux,
est passé de 27,47 à 32,96. Donc là aussi, tu sais, ils l'ont vulgarisé comme étant on augmente pour le haut salaire, mais l'influence concrète, c'est que si tu as un bas salaire, il faut que tu payes plus pour être admis quand même dans le programme. Et finalement, la durée de l'emploi, on pouvait aller jusqu'à du 2 ans avec des travailleurs étrangers temporaires, c'est ramené à 1 an. Et je vous dirais aussi un autre point de vigilance que j'aimerais mentionner, c'est que dans les professions qui sont admissibles au traitement simplifié, parce que là, on retourne un peu à l'ancien paradigme où il y avait des traitements simplifiés pour certaines professions, euh, fin février, ils vont revoir la liste. Donc, on n'est pas à l'abri. Puis c'est pour ça que la présentation est un peu dure à faire, parce qu'entre le moment où on l'a fait il y a 2 semaines, il y a déjà des petites affaires qui changeaient. Euh, Restez à l'affût parce qu'il y aura certainement d'autres modifications. Je pense qu'ils ont été très forts rapidement, mais on n'est pas à l'abri à ce qu'il y ait d'autres resserrements, puis on demeure toujours sur les fameuses priorités gouvernementales. Donc, éducation, santé, alimentation, agriculture, les bénéficiaires, on dirait, des priorités gouvernementales depuis les dernières années. Donc ça, c'est travailleurs étrangers temporaires. Vous allez recevoir la présentation, puis là, on l'avait séparé avant, après, fédéral, provincial. Donc, il y a un peu des deux, mais si vous êtes dans la rangée du bas, là, vous allez pouvoir facilement vous situer. Et finalement, projet de loi 74 qui est encore à l'étude, pour lequel le CQRHT, l'Alliance et l'ACFOR, on a co-signé un mémoire. En fait, ils sont actuellement en train de revoir l'encadrement pour les étudiants étrangers. Précédemment, c'était chaque maison d'enseignement qui avait le contrôle des admissions sur ces étudiants étrangers. Il y a une intention du gouvernement de rapatrier ça au niveau du ministère le MIFI, ministère de l'Immigration, Francisation, Intégration, pour, et là, ce qui est mentionné, c'est que ça affectera pas, par exemple, le Cégep de Matane qui a une technique de tourisme ou le Cégep de Saint-Félicien qui a une technique de tourisme, mais il y a quand même un petit œil à regarder là-dessus. On comprend qu'il y a une intention. Euh, on ne sait pas vers où ça va aller présentement. Puis c'est à ce moment-ci où je cède gentiment la parole à Sébastien pour parler des choses qui sont faites du côté de l'Alliance depuis les derniers mois pour en matière de représentation. Ouais, ben merci Gabriel. Donc ça, moi je suis avec l'Alliance d'industrie touristique. Là, souvent, quand les gens pensent à nous ou qui connaissent de nous, c'est plus le brand Bonjour Québec, la promotion du Québec à l'international, mais on a vraiment une branche d'affaires publiques. Moi, j'ai passé 15 ans dans des cabinets politiques là, pour des ministres, donc c'est vraiment mon expertise. Puis depuis le mois de mars, où ils ont annoncé la première réduction fédérale de 30 à 20 puis là ensuite, ça c'est en octobre, ils ont une autre réduction de 20 à 10 sur la limite de travailleurs étrangers que tu peux avoir chez vous. On était vraiment, vraiment actifs. Je vais juste donner un peu le trajet qu'on a fait pour vous donner un exemple de comment c'est une maison de fous, mais aussi comment on se cogne la tête sur un mur. Donc, évidemment, il annonce cette réduction-là. On rencontre la ministre Soraya Martinez-Ferrada, la ministre du Tourisme. Elle est bien sensible à ça, mais elle nous dit on peut rien faire. C'est la semaine du tourisme à Ottawa cette semaine-là, donc ça tombe bien. J'ai l'occasion de parler 5 minutes avec M. Trudeau. Je lui explique les impacts que ça va avoir sur notre industrie. Honnêtement, c'est un dossier qu'il ne connaît pas en profondeur. Il m'offre de prendre un selfie avec lui, puis il me dit de parler à son ministre de l'Immigration. Je vais rencontrer Mark Miller. On dîne avec lui, on jase. Il nous dit que si c'était juste de lui, ça serait resté. Lui, il pense qu'il faut en rentrer plus, mais c'est une décision qui relève de son collègue Randy Boissonneau, ministre de l'Emploi, qui est un ancien ministre du Tourisme. Je vais rencontrer Randy Boissonneau. Il nous indique que euh, l'objectif de ces changements-là, qui était ministre de l'Emploi à l'époque, là, il vient de démissionner récemment pour un scandale, mais il était ministre de l'Emploi. Il nous explique qu'ils ont mis ça en place parce qu'il y avait trop de demandeurs d'asile au Canada. Donc, qu'en resserrant ça, il allait réduire le nombre de demandeurs d'asile et que ça fonctionne et qu'eux, ils n'ont pas l'intention de revenir là-dessus. Donc, on se dit, on va continuer notre tournée à essayer d'avoir des appuis. On rencontre le ministre Pablo Rodriguez, qui était ministre des Transports à l'époque, mais dans son rôle de lieutenant du Québec pour le gouvernement Trudeau. On lui fait notre plaidoyer. Est-ce que vous pouvez faire pression sur votre collègue, le ministre Boissonneau? Il nous dit qu'il n'y a pas vraiment d'impact là-dessus. On rencontre, il y a un comité au fédéral mené par une sénatrice indépendante, la sénatrice Sorensen, donc il y a des représentants de tous les partis. On les rencontre, ils nous disent tous qu'ils sont sensibles à ça, mais qui n'ont pas de levier pour faire ça. On a rencontré la ministre Carla Qualtrough, qui est la ministre des Sports, parce qu'elle veut faire venir des événements majeurs davantage au Canada, mais on lui explique que ce qu'ils sont en train de faire, ça va avoir un impact majeur sur l'industrie touristique. Notre capacité d'accueil ne sera pas là pour suivre leurs ambitions de devenir un hub d'événements sportifs. Donc, ça marche pas. Ensuite, on se dit, bon, on a parlé à
à tous ceux qu'on voulait du côté du gouvernement. On va quand même parler aux oppositions aussi. Donc, on a rencontré le Bloc. Leur position à eux, c'est ils voudraient que la réduction du 30 à 10% se fasse sur 3 ans et non dans l'immédiat. Donc, ils sont d'accord partiellement avec ça. On a rencontré Jack Meeting du NPD, ainsi que même Elisabeth May du Parti vert. Les deux nous ont dit qu'eux considèrent que les TET, c'est de la main-d'œuvre d'esclaves, puis qu'ils sont pas en faveur de ça. Même qu'eux voudraient réduire davantage le nombre qu'on laisse venir ici. Finalement, on a rencontré Pierre Poilievre. Évidemment, si eux rentrent au pouvoir l'année prochaine, dans la prochaine année, si ça va pas aller mieux au niveau des travailleurs étrangers, ils vont resserrer la vis beaucoup plus. Donc, au fédéral, en ce moment, on est vraiment dans un cul-de-sac. On a un gouvernement que ça leur a fait extrêmement mal, le dossier de l'immigration. Sont sur le bord du précipice. Ils vont pas retourner en arrière. Puis la solution de rechange qui semble vouloir les remplacer dans les sondages vont être encore plus strictes qu'eux. Donc, parallèlement, on s'est dit, bon, on va essayer de convaincre Québec de faire de la pression avec nous. Donc, évidemment, on a rencontré la ministre du Tourisme, on lui parle souvent, mais on est allé rencontrer son collègue Jean-François Roberge qui venait d'être nommé ministre de l'Immigration. Il a été ferme avec nous que pour eux, le 10%, ils veulent pas aller plus haut que ça, c'est pas la solution. Ils veulent pas rentrer davantage de gens. Puis ils nous ont dit qu'il y a plus de 100 000 demandeurs d'asile sur le bien-être social actuellement au Québec. Ils nous disent que c'est ces gens-là qu'il faut faire travailler. Donc on est allé rencontrer la ministre Catherine Champagne-Jourdain, la ministre de l'Emploi, pour lui dire, ben écoute, votre collègue nous dit ça, vous avez un programme, projet pilote, Gabriel va vous revenir avec ça là, pour les demandeurs d'asile. Est-ce qu'il y a moyen d'accélérer ça ou le rendre plus facile pour les entreprises d'avoir accès à ça parce que on entend tant au fédéral qu'au provincial qu'il n'y aura pas de retour en arrière pour les travailleurs étrangers, qu'il faut malheureusement, à court, moyen terme, mettre une croix là-dessus. C'est sûr qu'on continue de leur dire, vous réalisez pas l'impact que ça va avoir, là, parce que c'est pas immédiat, mais c'est quand les gens vont réaliser, mon Dieu, il y a moins de disponibilité dans les hôtels, dans les restaurants, etc., parce que la main-d'œuvre est juste pas là. On a sondé les hôteliers au Québec. Parmi les hôteliers qui engagent des travailleurs étrangers temporaires, c'est plus qu'un hôtel sur deux qui est au-dessus du 10%. Donc, ça va avoir un impact majeur. Parmi les restaurateurs au Québec qui engagent des travailleurs étrangers temporaires, il y en avait 3500 l'année dernière. Il y en a plus que 2000 que c'est des cuisiniers ou des aides en cuisine. Donc, il y a vraiment certains postes là, qui sont extrêmement ciblés. Puis nous, c'est ce qu'on demandait au gouvernement fédéral. Si vous n'êtes pas capable de faire des exemptions pour tout notre secteur, comme vous le faites en agriculture ou en santé, au moins pour les postes problématiques, là, euh, donner des exemptions pour ces 3, 4 postes spécifiques en tourisme qui sont vraiment ceux qu'on a besoin, mais aucune ouverture au niveau fédéral en ce moment. Donc, c'est sûr qu'on trouve ça vraiment problématique. On a sondé l'an dernier, on le fait à chaque année, nos entreprises membres. On a 12 000 entreprises qui sont membres à l'Alliance. C'était 25% des entreprises qui nous disaient que cette année, là, il y avait l'intention d'engager des travailleurs étrangers temporaires. Donc, pour l'industrie touristique de façon globale, c'est quand même une entreprise sur 4. Donc, c'est une main-d'œuvre sur laquelle on se fie beaucoup. Donc, je repasserai à moins qu'il y ait des questions, là, ça me ferait plaisir de répondre, mais sinon, je repasserai la parole à Gabriel pour parler plus spécifiquement d'un projet pilote des demandeurs d'asile qui, à mon humble avis, là, pour avoir passé 15 ans comme chef de cabinet, directeur de politique pour divers ministres au fédéral, au provincial, il n'y aura pas de gain à faire avec ça là, dans le prochain 2 ans sur les travailleurs étrangers temporaires. Donc, Ouais, on je sent bien qu'il n'y comprends a que pas c'est d'ouverture, problématique. là. Il n'y a pas d'ouverture des deux côtés, comme tu l'as bien Exactement. Puis ce qui est expliqué. difficile, c'est que notre industrie, on est à contresens de l'humeur publique. Il y a vraiment, à tort ou à raison, je ne veux pas partir un débat sur l'immigration ici, mais beaucoup des problèmes qu'on a, la crise du logement, plein de choses, sont attribués en partie à une trop grande présence tu sais, d'immigrants temporaires au Canada puis au Québec. Donc, il y a vraiment une portion de la population qui est derrière de resserrer ces mesures-là. Donc, on est vraiment à contresens. Donc, pour le politique, il y a pas d'incitatif. On appelle ça un wedge issue. Pour la Mhm. CAQ, au Québec, ils sont du bon côté de l'enjeu. Fait que c'est sûr que pour eux, il n'y a pas, même s'il y a certains secteurs comme le nôtre qui sont vraiment affectés, de façon globale, pour eux, c'est bon de se positionner comme ça. Donc, c'est sûr qu'on va continuer. Là, je viens de faire très sommairement le genre de rencontre qu'on a faite depuis mars. On va continuer de faire ça, de partager les données, de sensibiliser des ministres, des députés, des ministres régionaux. Mais je veux vous donner leur juste parce que si vous vous fiez juste là-dessus, qu'il y ait un miracle puis qu'ils changent leur fusil d'épaule, vous risquez de frapper un mur. Donc, faut se tourner vers un plan B plus réaliste. Mhm. Je crois que j'ai vu Johanna Oui, Lortie ben, lever la s'il main. y a des questions rapidement, peut-être pour Sébastien, on va en
prendre quelques-unes. Oui, Joanna, oui, vous pouvez lever votre main. Bonne question. Moi, je pense que on devrait faire comme les syndicats, puis on pourrait fermer pendant 2 jours tous les hôtels, les restaurants de la place. Puis peut-être qu'ils finiraient par nous comprendre qu'on a des problèmes parce que, tu sais, moi, je pense que là, on est peut-être rendu là, rendu à ce niveau-là. Je trouve que c'est aberrant, là. Puis, tu sais, je veux dire, au-delà puis merci beaucoup d'avoir fait toutes ces démarches-là, puis tout ça, là, mais je comprends pas à quel point on est rendu on est rendu une population ingrate de cette façon-là, où est-ce qu'on prend les gens et on les jette, là. Je comprends pas ça du tout. Mais en tout cas, Mais toi, tu veux dire, Joanna, qu'il y a des gens qui vont quitter, là, c'est ça? hey, c'est clair qu'il y a des gens qui vont. Tu sais, je sais pas les autres sont dans quelle situation, mais moi, j'étais à peu près à 18% de ma parce qu'il y en a qui ont été capables, heureusement, d'aller chercher une résidence permanente, mais il reste que moi, j'ai à peu près une quinzaine de gens qui vont devoir quitter, là, que ça fait 2, 3 ans qu'ils sont avec nous autres, il va falloir qu'ils s'en aillent, là. C'est triste. Ah oui, ça a de l'impact, c'est certain, hein. Puis c'est des gens intégrés la plupart du temps qui sont bien intégrés dans le milieu, là. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, interventions avant de poursuivre avec Gabriel? Parce que là, on va regarder les solutions possibles, là. Comme disait Sébastien, oui, on peut bien continuer de taper sur le clou, mais en attendant, il faut trouver des solutions parce que il semble pas d'ouverture à ce que ça change à court terme. Oui, puis ça c'est merci Sébastien pour effectivement pour le topo des actions de l'Alliance de ce niveau-là. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été faites. Puis ça, je vous dirais, c'est le défi pour nous au CQRHT, c'est d'arriver avec un projet pilote. Mais comme Johanna, tu viens de le dire, les travailleurs étrangers avec qui tu fais affaire en ce moment, tu le sais qu'ils sont bons, tu le sais qu'ils font le travail. Puis dans les 3 dernières années, tu t'es tourné vers eux, non pas parce que ça te tentait puis que tu étais de bonne humeur, tu as fait des démarches pour et c'est pas des démarches qui sont faciles. Et là, du jour au lendemain, c'est arrêté, puis c'est après toute la documentation, la paperasse, les demandes, l'accompagnement des demandeurs, des travailleurs étrangers temporaires, là, on sait que c'est pas évident. Et moi, c'est le principal défi, nous, de notre côté, au CQRHT. Depuis l'année passée, on est en charge d'un imposant projet pour le compte du ministère de l'Emploi qui a pour une rare fois identifié le secteur touristique comme étant un secteur porteur pour un projet pilote. Je sais pas si vous le saviez, mais en tourisme, on est le seul secteur avec la santé à disposer d'un projet pilote qui permet de présélectionner des demandeurs d'asile et de les embaucher en tant qu'entreprise. Donc nous, présentement, puis je vais aller très rondement sur la présentation, mais ça me fera plaisir si vous avez plus de questions ou si vous voulez aller plus loin sur Objectif Tourisme. De notre côté, notre équipe, Gabriel, juste une minute, j'avais arrêté le partage écran. Je ne sais pas si tu as besoin Ah, de ta présentation. j'avais pas remarqué, tu fais bien de me dire. Oui, parce que pendant que Sébastien parlait, j'avais arrêté ton partage. Très bien vu. Donc, effectivement, on est en charge d'un projet pilote que l'on a gentiment appelé Objectif Tourisme pour que pour les demandeurs d'asile, ce soit très clair. Je m'inscris à un projet pour lequel l'objectif, c'est l'industrie touristique, c'est un travail dans l'industrie touristique. On est super content de pouvoir coordonner cet imposant projet-là. L'équipe du CQRHT, bon an, mal an, c'est à peu près 20 personnes. On est présentement 35 parce qu'il y a 15 personnes qui travaillent à journée longue sur ce projet-là. Euh, je vais aller rapidement dans les statistiques, mais ce que le projet permet, c'est d'aller présélectionner des demandeurs d'asile qui se sont inscrits sur notre site web. Donc, on leur pose une panoplie de questions. Ils savent dans quoi ils s'embarquent. Ils identifient des métiers de l'industrie touristique. On leur parle. On leur fait des tests avec Teams pour être sûr qu'ils soient capables de faire tenir une entrevue Teams et qu'ils soient bien arrangés. Euh, on le sait, en ce moment, il y a à peu près 90 000 demandeurs d'asile qui habitent le territoire, qui sont bénéficiaires de l'aide sociale. Le but de ce projet-là, c'est de les sortir de l'aide sociale, mais il faut prendre en compte que c'est pas un projet d'intégration, d'équité, diversité, inclusion. Dans le lot, il y a des demandeurs d'asile qui, dans leur pays, travaillaient dans l'industrie touristique. Il y a des demandeurs d'asile qui travaillaient dans des emplois, toutes sortes d'emplois, et nous, on est capable de les présélectionner
Et lorsque l'entreprise s'inscrit, on lui demande pour quel poste elle a besoin et on a un formulaire qui est facile à remplir, qui prend pas 1 heure à remplir. On accompagne les entreprises parce que vous comprendrez qu'un poste à temps complet, c'est une chose, mais un poste à temps complet du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure, nous, on a besoin d'avoir cette information-là. Parce que les demandeurs d'asile, eux, on essaie de matcher leurs aspirations, ce qu'ils ont envie de faire avec le besoin des entreprises. Et si c'était juste qu'il y en avait une centaine, puis qu'on avait une vingtaine de postes, ce serait relativement ardu. Mais présentement, il y en a plus de 4000 qui se sont inscrits sur notre plateforme. Pour faire quelques chiffres, on en a présentement 550 qui sont en parcours d'accompagnement parce qu'on les forme aussi sur la recherche d'emploi, comment se préparer à une entrevue, c'est quoi les us et coutumes au Québec en matière d'entrevue de travail. Donc ça, il y a un accompagnement qui est fait avec des organismes spécialisés sur le terrain. Et en ce moment, on en a 600 qui sont prêts à l'emploi, qui ont passé toutes les étapes et qui attendent qu'on leur offre une première opportunité de faire une entrevue, ou une deuxième, ou une troisième. Et lorsque l'entreprise de l'autre côté nous approche avec des postes, on n'envoie pas un seul candidat, on en envoie 3, 4, 5, et c'est l'entreprise qui nous dit, oui, j'aimerais passer en entrevue le premier, le deuxième, le quatrième. Et on accompagne l'entreprise jusqu'où elle le veut. Est-ce qu'elle veut arrêter là et elle coordonne ses entrevues? Est-ce que nous, on coordonne les entrevues avec l'entreprise? Nous, là où on s'arrête, c'est au moment de l'entrevue. On laisse les gens faire l'entrevue, puis on les reprend par après en disant, puis finalement, comment ça s'est passé? Est-ce que la personne, finalement, c'est le bon reflet qu'on avait? Est-ce qu'il y a des notes à ajouter au dossier? Je vous dirais qu'on est à la limite de l'agence de placement sans en être une. Donc, nous, on fournit les travailleurs, on présélectionne des travailleurs, mais il n'y a pas d'engagement. C'est un service qui est gratuit. Donc, le CQRHT fait pas d'argent avec ça. Pour l'entreprise qui s'inscrit, c'est gratuit. Et depuis le tout début, l'année passée, mais plus globalement depuis le mois de janvier, parce qu'on était en mode période de rodage beaucoup l'année passée, on a pu faire 180 maillages en emploi. Donc ça, c'est à peu près 120 entreprises qui ont bénéficié du projet, qui ont réellement embauché quelqu'un. Et on est super content parce que de ce nombre-là, on a un taux, en fait, pour le ministère, on est à 70% en régionalisation. Donc, il y a à peu près 110 des 180 demandeurs d'asile qui se sont déplacés pour aller travailler ailleurs. On a des cas super intéressants au Germain dans Charlevoix, Baie-Saint-Paul, au Manoir Richelieu. Il y a 2 semaines, on a fait une activité au bureau de Service Québec de Montréal. Il y a 2 personnes du Fermont-Tremblant qui sont venues. Il y avait 10 postes. On leur a présenté 20 demandeurs d'asile. Ils ont embauché 10 personnes la journée même. Donc, on est capable de générer quand même du volume. Euh, et là où notre principal enjeu au départ, on pensait que ça allait être de rejoindre des demandeurs d'asile, eh bien non, c'est de rejoindre des entreprises qui ont un besoin suffisamment important pour faire la démarche. Parce qu'un demandeur d'asile, on en a beaucoup entendu parler dans les derniers mois, là. Monsieur Legault veut en envoyer 50% ailleurs. C'est jamais de la bonne presse. Puis là, avec l'élection de Trump la semaine dernière, non, il y a plus que ça, il y a 2, 3 semaines, j'ai l'impression que c'est la semaine dernière, euh, on en entend encore beaucoup parler. Ceux qui sont inscrits dans le projet actuellement, notre site web est en français, anglais, espagnol. Donc, on n'a pas d'Indiens, on n'a pas de personnes d'autres nationalités. On a fait le choix de cibler les 3 principaux bassins de demandeurs d'asile. Donc, à 76% sont disponibles. C'est un permis de travail, les demandeurs d'asile, qui est un permis de travail ouvert, qui ne nécessite pas de démarche administrative, à contrario des travailleurs étrangers temporaires. Ça veut dire qu'ils peuvent aller travailler ailleurs, mais je vous dirais que l'écho qu'on a de toutes les entreprises qui ont embauché, c'est que quand il y a une entreprise qui est prête à leur faire une proposition puis à s'en occuper, ils lâchent pas. Ils sont motivés, ils sont mobilisés. On a eu des cas super intéressants au club de golf Château-Bromont, l'hôtel Château-Bromont aussi, qui en ont embauché beaucoup pour l'été. Et là, on travaille avec la station de ski Bromont aussi pour pouvoir faire l'alternance avec l'hiver, pour qu'ils demeurent dans la région. Je dis 70%, c'est des francophones. Donc, on n'aura pas des demandeurs d'asile qui parlent d'autres langues que français, anglais, espagnol. Puis français, c'est un assez bon français, là. C'est pas un français 1 sur 10, là. On en a certainement dans le lot, mais la majeure partie, ce sont des Haïtiens, des Congolais. Les principaux bassins de demandeurs d'asile, ce sont des personnes de ces pays-là. Et 68% au moment de s'inscrire au projet, quand on leur parle, on valide ça, sont prêts à déménager. On a 68, la plupart sont dans la grande région de Montréal, mais la plupart
parce que lorsqu'on les admet dans le projet, c'est pas un demandeur d'asile qui a débarqué la semaine dernière, là. C'est un demandeur d'asile qui est en attente depuis 1 an, qui fait des petits travails alimentaires pour un peu subvenir à ses besoins à lui ou à ceux de sa famille. On a, ma foi, plein de cas de figure. Euh, et les entreprises qui ont embauché jusqu'à date ont de super beaux commentaires. On avait un article dans le Tourisme Express ce matin à ce sujet-là. On est allé chercher des entreprises, l'Hôtel Montville à Montréal, le Fairmont Tremblant. Donc, on est allé en région, on est allé chercher loin des témoignages d'entreprises qui disent l'équipe du CQRHT m'a beaucoup aidé. Je les considère comme une partie de mon équipe. Puis des fois, ça peut faire peur. Nous, on n'est pas un organisme gouvernemental, on est paragouvernemental, on est super agile, super flexible, euh, et on est capable de livrer la marchandise. Donc, pour une entreprise, c'est très simple. Objectiftourisme.ca. Il existe un objectiftourisme.com, mais ce n'est pas nous. Euh, et il y a quelques démarches à entreprendre. On peut parler à un conseiller directement. Je vais m'assurer, quand Caroline pourra vous envoyer la présentation, de vous envoyer aussi le lien. On a des Calendly. L'équipe fait ça un peu en tournant pour être capable de parler à l'ensemble des entreprises qui veulent avoir plus d'informations sur le projet. Donc ça, c'est notre réponse très touristique aux enjeux d'immigration présentement. Je vous passe aussi certains témoignages. Je vous ai parlé du Fairmont, pas du Fairmont, du Hôtel Germain de la Malbaie, qui était pour Abdec aussi dans le milieu. On a fait terrain de golf. Mamadou, qui est notre premier employé maillé l'année dernière au Château Champlain à Montréal. Il a été élu employé de l'année, même pas après 6 mois en entreprise, comme il excédait tous les standards de qualité du Marriott Château Champlain. Il est revenu nous visiter au bureau il y a 3, 4 semaines. L'équipe a trouvé ça vraiment malade parce que il est venu dire et témoigner à quel point ça l'avait aidé dans son intégration. Euh, donc, on a des cas très concrets. C'est un projet qui fonctionne et qui tient promesse aussi, surtout. Donc, ça, c'est notre première façon d'aider à l'enjeu de main-d'œuvre. Je vous invite fortement à vous inscrire, à demander plus d'informations, puis nous, par la suite, ça nous permet juste de répondre à l'ensemble de vos questions parce qu'il y en a toujours, mais c'est une solution qui fonctionne. Puis là, je vais céder une parole à Amanda, ma collègue, qui n'a pas beaucoup parlé parce qu'elle avait des petits enjeux de micro au début de la présentation, mais je suis vraiment content que tu sois là pour parler de deuxième initiative sur laquelle on travaille au CQRHT, qui est le partage de main-d'œuvre, la mutualisation des ressources humaines. Gabriel, juste avant qu'on parle d'un autre sujet, Oui, pour ce qui est des demandeurs d'asile, là, c'est quoi la perspective d'avenir, là? Moi, je m'y connais moins un petit peu, mais eux, ils peuvent s'intégrer puis rester avec nous un c'est petit bout. oui, c'est flyé à quel point des fois, ça n'a pas d'allure, ces choses-là. Les demandeurs d'asile, quand ils arrivent, ils reçoivent très rapidement un permis de travail. Ils sont en attente qu'un tribunal statue sur leur demande d'asile. Est-ce que oui ou non, c'est justifié que l'on te garde ici parce que c'est trop dangereux dans ton pays? Cette demande-là, lorsqu'on a commencé le projet l'année dernière, il y avait un délai d'1 an. Ça a été actualisé en début d'année, c'est rendu 3 ans. Donc, un demandeur d'asile qui arrive ici pendant 3 ans peut travailler, peut s'intégrer, c'est long, 3 ans. Et pire de ça, advenant le cas où le demandeur d'asile se fait refuser sa demande, techniquement, il devrait retourner dans son pays d'origine. Il peut faire appel parce qu'il y a une procédure d'appel avec son avocat en immigration. Et cette demande-là, ben, ça prend un autre 3 ans. Donc, on a des demandeurs d'asile qui, techniquement, puis je pense que ces délais-là vont continuer d'augmenter parce que le flot de demandeurs d'asile a continué d'augmenter, même si là, il se diminue. La capacité de traitement du fédéral sur ces demandes-là n'est pas illimitée non plus. Donc, un demandeur d'asile, techniquement, peut rester pendant 7 ans sur le territoire à travailler. Ça, c'est partout au Canada, mais ils sont beaucoup ici au Québec. Donc, une perspective quand même long terme là-dessus. Donc, Amanda, je te laisse aller. Ah, on t'entend pas, Amanda. De mon côté, que je pourrais faire quelque chose. Mais c'est correct, vu qu'on arrive proche de la fin, je ne vais pas non plus laisser le suspens. Mais quoique, Claudette, vous aviez la main levée, je vais. Oui, j'en profite pendant qu'Amanda essaye de s'installer pour poser une question. Je saute dans la mêlée en disant, nous, on est en contact, Chambre de commerce, premièrement de la MRC de Rivière-du-Loup que je représente, et on travaille de pair avec certains entrepreneurs dans le milieu qui vivent cette pression-là.
et ainsi qu'avec la FCCQ qui a le même discours que vous, c'est-à-dire il y a très peu d'ouverture au niveau du gouvernement fédéral, même chose au niveau du Québec. Alors, je pense que on est vraiment dans cet angle-là, malheureusement. Mais je me demandais comment le gouvernement peut-il justifier ces décisions-là, sachant que les entrepreneurs ont investi des sommes colossales. Ça, je pense que c'est pas à négliger dans les solutions. Là. Je veux dire, il y a des entrepreneurs, j'en ai une ce matin qui me dit qu'elle avait déjà 75 000 sur la table d'investis et elle ne sait pas si elle aura ses travailleurs. Et c'est majoritairement les employeurs qui assument tout le volet de l'hébergement, tu sais, les billets d'avion et tout ça. Alors, comment le gouvernement répond à ça de votre côté? Je ne sais pas si Sébastien est toujours dans la place. Non, Sinon, je Sébastien il a dû vais, quitter. On pourra adresser ben, la question, mais je vais formuler quand même un projet de réponse, là, puis tu sais, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Leur justificatif, c'est fondé sur les enjeux de logement, sur le coût, sur l'aide sociale, le coût pour supporter autant de personnes qui viennent ici de façon techniquement temporaire, mais comme je vous l'ai dit, 6 ans, ça peut être du long terme aussi, là. Là, on parle des travailleurs étrangers temporaires. Euh, tu sais, on est dans cette dynamique-là là, où est-ce qu'ils veulent resserrer au plus possible, là où ils peuvent resserrer, parce qu'il y a une réalité aussi de les demandeurs d'asile, jusqu'à preuve du contraire, je pense pas qu'ils vont les refouler aux États-Unis s'ils débarquent à la frontière là, en leur disant non, ici c'est fermé, vous rentrez pas. Alors que les travailleurs étrangers temporaires, les diplômés, ce sont des programmes sur lesquels ils peuvent, puis là on peut, comme je le disais tantôt, être d'accord ou pas d'accord avec la réflexion en arrière, mais ce sont les endroits où ils ont un certain contrôle. OK. Ben, il y a Johanna, peut-être une dernière intervention avant de parler partage de main-d'œuvre. Ben, en fait, je connaissais votre programme. D'ailleurs, on a déjà d'ailleurs essayé d'avoir certains employés là, et tout ça. Le gros problème qu'on vit, c'est, ben, là, vous disiez qu'il y a 78% qui sont prêts à déménager là, en région et tout ça. Le gros problème qu'on voit là, avec ça aussi, c'est justement, ils ont souvent affaire avec des avocats là, en droit d'immigration que, tu sais, ils n'ont pas les ressources dans les régions. Mhm. Ils sont vraiment, tu sais, ça dépend, tu sais, je ne sais pas où vos gens que vous avez placés, où est-ce qu'ils se situent, s'ils sont bien loin de Montréal ou quoi. Mais je ne sais pas à quel point, à un moment donné, il n'y aurait pas des ressources aussi pour les aider dans leur démarche, pour Ouais. éviter qu'il y ait tout le temps à voyager entre Rivière-du-Loup, mettons, puis Montréal, là, pour Mhm. ces points-là spécifiques, là. Mais en tout cas, je soumets ça parce que je le vis, Ouais. C'est effectivement, tu sais, je pense que sur le grand ordre des choses, c'est un petit défi à adresser parce qu'effectivement, les demandeurs d'asile doivent, lorsqu'ils ont leur comparution au tribunal, se présenter. Nous, ce qu'on a fait comme démarche, c'est de dire, ben, peuvent-tu les faire en Teams? Comme limite, je veux dire, parce que là, ils font l'aller-retour de Montréal, juste, tu sais, de où ils sont à Montréal, aller-retour pour se faire dire oui, non. Puis si c'est non, ben il y a une démarche d'appel. Puis tu sais, c'est pas des criminels, là, ils sont pas en libération conditionnelle non plus, là. Donc effectivement, puis ça, c'est des choses, étant donné que ça implique encore là 2 ordres de gouvernement, le côté judiciaire du fédéral avec le tribunal qui statue des réfugiés, tu sais, on est loin de la coupe aux lèvres, puis nous, on a les meilleures intentions du monde pour faciliter au maximum le travail pour les entreprises. Mais c'est encore là, je pense que sur comment dire, sur leur rapport complet, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais c'est sûr que c'est une chose qu'il faut adresser lorsqu'on embauche des demandeurs d'asile. Puis, tu sais, des rencontres comme ça, ils en ont pas une par semaine, là. Ils ont une comparution, une procédure d'appel. Je l'ai dit, puis tu sais, des fois, il y en a un que c'est dans un mois, mais le prochain qu'on va embaucher, peut-être que lui, sa prochaine comparution est même pas mis à l'agenda, puis qu'elle va être reportée dans 2 ans, là. Donc, ta géométrie est très variable en fonction de quand ils sont arrivés aussi. Euh, mais nous, on est capable quand même de les valider. Tu sais, au niveau du permis de travail, ils sont effectivement tous conformes pour travailler ici au Québec là, et contribuer aux opérations des entreprises. Amanda, est-ce que ça fonctionne? Sinon, je vais faire ton bout de présentation.
C'est bon, on se reprendra. Je vais aller rapidement parce que je pense qu'il y a peut-être aussi d'autres questions sur le reste de la présentation. Euh, Nous, depuis le mois de septembre, on a lancé une plateforme qui permet à des entreprises inscrites de rendre disponibles des travailleurs qu'elles étaient sur le point de laisser aller parce que la saison est terminée, juste simplement des travailleurs qui sont à temps partiel qu'elles aimeraient accompagner pour qu'elles se trouvent un temps plein. Donc, c'est une plateforme qui permet aux entreprises de se mettre en relation et de proposer à leurs travailleurs d'autres travails aux alentours. On est dans la dynamique de partage de main-d'œuvre, mutualisation des ressources humaines, augmentation de la productivité des travailleurs de façon générale. Donc, pour permettre à des travailleurs d'aller annuellement augmenter leurs revenus. Au départ, on la visait beaucoup pour les saisons complémentaires. Donc, une entreprise d'été, une entreprise d'hiver, par le pont, rester dans l'industrie touristique. Maintenant, on l'offre pour tout type d'entreprise, peu importe sa saisonnalité. Euh, c'est une plateforme qui est en ce moment financée par le ministère du Tourisme. Donc, dans la première phase de déploiement, vu que c'est pas chose simple de déployer une plateforme auprès de 25 000 entreprises touristiques, on l'a voulu juste en tourisme. Mais rapidement, nous, ce que l'on pense, c'est que c'est une plateforme qui va grandir, qui va aller chercher d'autres secteurs d'activité. Euh, mais l'idée de base, c'était de garder les travailleurs en emploi en tourisme. Donc, c'est un facteur de rétention. Quelqu'un qui a l'assurance qu'il est capable avec deux emplois, avec deux entreprises qui se sont mis d'accord pour que le travailleur fasse 50-50 ou 100% l'été, 100% l'hiver. Donc, ça permet de garder ces travailleurs-là dans l'écosystème touristique, de développer des compétences qui vont revenir à l'entreprise également. Dans le Bas-Saint-Laurent, présentement, on n'a pas d'entreprise pour laquelle je pense qu'on a fait des démonstrations parce que c'était pas une région visée dans notre premier blitz de sollicitation. J'en profite pour vous en parler parce qu'on avait travaillé avec la table de l'emploi saisonnier de la région du Bas-Saint-Laurent dans les dernières années. Donc, je sais pas, tantôt, il y a Caroline qui va adresser un mot aussi pour Service Québec, là, peut-être qu'elle est plus au courant. Mais je sais qu'il y a un potentiel dans tout type de région. Tout ce que ça prend, c'est deux entreprises qui sont pas trop loin l'une de l'autre, qui ont des besoins d'emploi qui sont complémentaires et des travailleurs qui sont intéressés. On dirait que c'est beaucoup de listings, là, mais nous, ce qu'on vise, c'est d'aller chercher beaucoup d'entreprises qui s'inscrivent. La plateforme, elle coûte pas très cher. On a une gratuité pour les 3 premiers mois. Par la suite, c'est en fonction de la taille de l'entreprise, donc du nombre d'employés, mais ça commence à 40 par mois, je pense. Et nous, ça nous permet d'autofinancer la plateforme pour qu'elle demeure en vie lorsque le ministère du Tourisme cessera son financement dans 1 an et demi. Donc, c'est pas un gros budget. Euh, on est en train de la lancer. Ça s'appelle Boomerang, je l'ai pas dit, je pense, mais ça s'appelle Boomerang, disponible sur les plateformes. C'est une façon. Tout à l'heure, quand j'ai commencé la présentation, j'ai parlé de pratique RH innovante. C'est une pratique qui est beaucoup plus commune en France, où est-ce qu'ils sont en matière de mutualisation un peu plus avancée. On tente de importer cette pratique-là, de l'adapter à l'industrie touristique québécoise. On comprend que c'est pas mince tâche que de changer les façons de faire. On est vraiment dans ce qu'on appelle de la gestion du changement, du développement organisationnel. Donc, mais je pense que ça vaut le coup, étant donné qu'il n'y a pas de coût à l'inscription pour les 3 premiers mois. Ça vaut la peine de s'inscrire, de tester. Oui, merci Caroline d'avoir posté dans le clavardage la page web, donc Boomerang Emploi. L'application est gratuite, on s'inscrit, ça prend pas trop de temps. La plateforme est super bien faite. Et moi, ce que je me plais à dire depuis les derniers mois, c'est ça nous sort aussi de nos documents Excel. Je sais pas si vous ou vos personnes aux ressources humaines dans vos entreprises travaillent sur des documents Excel, mais ça rend le tout un peu plus numérique. À l'ère où, ben, tantôt je l'ai mentionné, le Bas-Saint-Laurent, en termes de transformation numérique, vous étiez avancé par rapport au reste du Québec. Donc, c'est une autre façon de s'impliquer dans cette transformation numérique-là aussi. Donc, je n'irai pas plus dans le détail parce qu'on a pris un peu plus de temps. Je voudrais surtout prendre vos questions. Informez-vous. Donc, Boomerang Emploi, sinon objectifemploi.ca. Donc, vous aurez aussi la présentation. Puis, ça nous fera plaisir, mon équipe, moi-même, de répondre à vos questions par courriel aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Oui, Claudette? C'est pas, premièrement, bravo pour cette plateforme-là. Juste vous mentionner que 3 chambres de commerce de notre région, Montmagny, La Pocatière et Rivière-du-Loup, qui ont travaillé ensemble au cours des dernières années pour développer ce type de service-là basé sur la Chambre de commerce de Laval, qui a déjà son service Prox Commerce.
Et je suis contente de voir qu'il y a quelqu'un dans la gang qui a réussi à faire relever un projet comme ça, parce que nous, on a eu une fin de non-recevoir d'emploi Service Québec. Ça a Mhm. été non, définitivement. On n'est pas intéressé. C'est pas à nous autres à soutenir ça. Et on demandait un montant très, très minime. Alors, je suis contente Mhm. de voir. Et il y a certainement que je vous reparlerai pour avoir vos bons trucs, mais c'était définitivement zéro, zéro, Ouais. ouais, aucune ouverture. Et je sais que le ministère de l'Emploi, là, c'est un financement du ministère du Tourisme pour la plateforme Boomerang. Je sais que le ministère de l'Emploi a financé quelques projets qui n'ont pas tous été couronnés de succès, donc ils sont peut-être frileux quand ça touche le partage de main-d'œuvre. Puis d'une certaine façon, je les comprends quand il y a des essais qui ont été faits puis que ça fonctionne pas tout le temps, là. Mais effectivement, Claudette, ça va nous faire plaisir d'aller plus qu'un petit 5 minutes sur la plateforme. Ça va nous faire plaisir d'aller un peu plus en détail. Peut-être, Gabriel, juste avant de prendre les autres questions, Caroline Dubé est toujours avec nous. Peut-être juste de nous, justement, j'en profiterai pour Oui. lui laisser la parole. Oui, je suis toujours là. Merci beaucoup. D'ailleurs, je veux remercier Monsieur Vaillancourt de m'avoir permis, là, puis à Simon et Caroline, là, de m'avoir permis d'avoir faire cette petite intrusion-là dans la présentation qui est super intéressante. Dans le fond, moi, ce que je viens faire, là, c'est simplement vous rappeler que Service Québec est là pour soutenir les entreprises, que ce soit du tourisme, de l'hôtellerie ou tout type d'entreprise, euh, dans la réalisation de certains projets. Moi, je suis conseillère aux entreprises. Je suis située au bureau de Service Québec de Rivière-du-Loup, mais il y a des bureaux de Service Québec à la grandeur du territoire. On parle de la Pocatière, Témiscouata, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Rimouski, Matane, ça va jusqu'à Montjoly. Et il y a des conseillers dans chacun des bureaux de Service Québec. Les conseillers sont là pour euh, vous offrir un rôle conseil si vous avez besoin d'aide pour identifier les besoins de votre entreprise, les problématiques, faire un pré-diagnostic de votre entreprise ou prioriser les zones d'intervention, toujours en accord là, avec les décisions que vous souhaitez prendre pour votre entreprise. On est là en collaboration et non pas à vous suggérer des décisions plus qu'une autre. Alors, on y va avec votre besoin. Et aussi, ben, naturellement, on peut aider financièrement les entreprises à réaliser leurs projets, que ce soit à l'aide de subventions. On peut payer des formations, par exemple, où il y a différents autres projets, le programme d'apprentissage en milieu de travail, des subventions salariales aussi pour vous aider à soutenir les salaires de vos entreprises. Et au niveau des besoins de formation, ben, c'est du développement de compétences de vos entreprises. Ça peut être vraiment assez large. Ça peut être pour vos dirigeants, ça peut être pour vos employés. Actuellement, on a un taux de subvention qui est à 50 ce qui est très avantageux. Puis on peut même aller dans certaines situations jusqu'à prendre les salaires de vos employés le temps qu'ils sont formés. Alors, dépendamment de la problématique, faut que la formation vienne régler une problématique ou aider à supporter l'entreprise dans la résolution d'un problème qu'elle a. Et ce qui est important, c'est de nous contacter avant le début des activités pour qu'on puisse là, parler de votre projet, puis voir de quelle façon on peut vous soutenir, quelle serait la meilleure mesure pour vous aider. On peut aussi aider pour du coaching en gestion des ressources humaines, de la planification stratégique, de l'aide au recrutement, revoir l'organisation du travail, de la gestion du changement, un peu tout ce qui touche les ressources humaines à l'aide d'un consultant. Fait que vous pouvez vous faire sortir des offres de services de consultants qui peuvent vous accompagner dans votre projet. Puis à ce moment-là, ben, nous, on peut payer 50 des honoraires du consultant à ce moment-là. Alors, c'est un peu à ce niveau-là. Au niveau des consultants, c'est plus tout ce qui touche les ressources humaines, mais au niveau de la formation, on peut y aller beaucoup plus large, là, dépendamment des problématiques. Ça peut être, mettons, je ne sais pas, vous avez installé un nouveau CRM dans votre entreprise, puis là, ben, vous avez besoin de former tout le monde. Ben, à ce moment-là, on peut payer là, un formateur pour venir former l'entièreté de votre personnel ou certaines personnes dans votre entreprise plus ciblées qui pourraient avoir des besoins particuliers au niveau de la formation. Ben, c'est important de parler avec un conseiller. Je vous invite aussi à aller voir québec.ca, qui est notre site où ce que vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'informations pour vous soutenir là-dedans. Fait que n'hésitez pas, on n'est pas plus loin que le téléphone. On est une équipe de conseillers qui travaillons beaucoup ensemble. Puis n'hésitez pas à faire appel à nous pour tout type de problème que vous pouvez
à voir, puis on va vous aider à trouver des solutions. Je peux te faire un petit témoignage, Caroline, très personnel, là? Absolument. Ça va bien aller, c'est correct, c'est un beau témoignage. Mais moi, j'ai été frileux, moi, de mon côté, en début d'année. Comment dire, on est allé chercher une offre de service pour faire une formation pour notre équipe de direction. On a une équipe de direction jeune au CQRHT. Ouais. C'est moi qui ai mis l'idée à mon DG de, ben, on pourrait aller voir auprès de Service Québec, ils ont la mesure de formation. On en a déjà parlé dans certains de nos webinaires au CQRHT. Ça vaudrait la peine. Puis effectivement, quelques semaines plus tard, on avait une convention de subvention, puis ils payaient 50% de la facture de la formation. Donc, c'est une chose qui existe pour vrai. Ça paraît compliqué, mais ce ne l'est pas. C'est Non. simple. Vous êtes accompagné tout au long. Puis, effectivement, il y a vraiment un chèque au bout de la ligne qui débarque. Puis, mon DG, au final, était, ma foi, très content de savoir qu'on avait pu aller diminuer le coût de la formation concrètement. Donc, Absolument. Puis là, actuellement, on a beaucoup d'ouvertures. C'est sûr que le ministère, ben, ça varie, hein. On peut avoir des resserrements de jour à l'autre, mais actuellement, on a un taux quand même avantageux. Puis comme je vous dis, on a beaucoup d'ouvertures pour différents types de projets. Il faut tout simplement que ça cadre dans les normes et règles du ministère. Là, j'entendais tout à l'heure Mme Claudette là, qui était déçue par le non-recevoir de son projet, mais probablement qu'à quelque part, ça ne devait pas cadrer. Là. Je ne suis pas au courant nécessairement du dossier, mais ça ne devait pas cadrer dans les normes et réglementations du ministère. Là. Fait que je suis contente de voir qu'il y a quand même de beaux exemples. À tous les jours, on supporte nos entreprises du mieux qu'on peut, puis on est très au fait aussi de la réalité du Bas-Saint-Laurent, qui est différente de la réalité des grands centres. Puis on veut essayer le plus possible de vous supporter là-dedans, puis on a quand même des budgets là, considérables là, pour être capable de faire beaucoup de belles choses avec vous. Fait que n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'était mon message. Merci. Mais on voyait tantôt dans des statistiques, Gabrielle, là, au niveau de la formation, c'est quand même un enjeu important au niveau de la main-d'œuvre, là. Surtout quand on intègre des nouvelles personnes dans l'équipe, je pense que ça peut être important. Alors, moi, je prendrai les dernières questions, si vous voulez bien. Peut-être une minute. Y a-t-il des gens qui avaient des choses à ajouter comme commentaire? En tout cas, moi, de mon côté, je trouve que ça a fait quand même un bon topo, ce que j'apprécie. C'est sûr que c'est peut-être très réel, très terre à terre dans le sens que, tu sais, la situation, on pourra peut-être pas la changer. Je vais voir avec certains d'entre vous là que j'ai interpellés. Je recommuniquerai avec vous si on fait quand même valoir le discours des entreprises parce qu'on sait que le discours actuel est très favorable dans la population à ce que les règles soient resserrées, mais peut-être que le discours entreprise, on l'entend pas tant que ça dans les médias. Fait qu'on verra si on fait une action commune. Je vous interpellerai à ce niveau-là, là, pour ce qui est des chambres de commerce. On a aussi Julie qui est avec nous là, au niveau agricole. Donc, on verra ensemble si on fait quelque chose au niveau des communications, là, parce que je suis très sensible aussi à ce que vivent les entreprises. Je trouve ça très triste, là, les investissements qui ont été faits, puis qu'on se ramasse un peu à retourner à la case départ. Heureusement qu'on a une solution, là. Merci, Gabriel, aussi, de nous avoir présenté là, des pistes de solutions possibles. Donc, ça irait pour nous. Je vous envoie la présentation dès que je la reçois. Gabriel va me la transférer. Puis on se tient au courant, en espérant que vous avez apprécié là, de votre côté le topo qui a été fait aujourd'hui. Merci de votre présence. Merci à merci. vous pour l'organisation de la rencontre. Ça fait plaisir.